La bière dans les Laurentides. Je vous parle pas de la bière Laurentide qui a été une des bières les plus fameuses au Québec, mais non, la bière de microbrasserie dans les Laurentides, une des régions les plus populaires du Québec, entre les montagnes, les vallons, le sport d'été, le sport d'hiver et surtout la bonne compagnie. On trouve aussi beaucoup de bières, beaucoup de belles microbrasseries qu'on va explorer aujourd'hui avec Marc Brunel. J'ai fini par l'avoir. Marc Brunel est fondateur de Buvons les Laurentides, qui est une OBNL qui se charge de faire connaître et aussi de promouvoir les différentes microbrasseries dans les Laurentides. Vous écoutez Le Temps d'une bière, un balado original sur la bière, son histoire et aussi de temps en temps la drogue, en tout cas celle qui est légale. Bref, c'est ça. C'est le temps d'une bière avec PO. La 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 la. C'est le temps d'une bière avec PO. Marc Brunel, comment ça va? Ça va très bien. Toi? Ça va très bien. Très content que tu aies fait le détour vers Gatineau pour passer. Oui. C'était un rendez-vous qu'on devait avoir. Un rendez-vous d'histoire, là, mais juste avec un petit peu moins de budget. Ouais. Sans avoir moins de plaisir, ça c'est sûr. Mm-hmm. Toi, tu as fondé Buvons et Laurentides. Dis-nous, c'est quoi? Écoute, c'est plus que l'association des microbrasseries. On représente tous les producteurs d'alcool des Laurentides. Pas encore de drogue, là. C'est correct, ça va venir. Donc, Buvons Laurentides, au début, c'était un regroupement de microbrasseries. L'idée, c'est-à-dire qu'il y a environ un petit peu plus qu'un an, moi, j'ai une petite entreprise qui s'appelle Culture Bière. Donc, dans la vie, ce que j'aime faire, c'est parler de bière. Mm-hmm. Donc, je pense que tu aimes ça aussi. Affirmatif. Donc, moi, je fais des ateliers de dégustation, d'animation, là, tant pour le privé que pour le corpo. Donc, je me promène de brasserie en brasserie. Puis quand je fais mes ateliers de dégustation, j'aime apporter des bières locales, mais directement des brasseries. T'es un gars local. Un gars local. Donc, je me promène de brasserie en brasserie. Je connais un peu tout le monde dans ma région. Quand je fais une activité, je m'en vais chercher des bières là, chez les gars qui font des bières. Puis, donne-nous un exemple d'une activité classique là, quand t'animes, là, ça ressemble à quoi? Il y a deux grands créneaux, je dirais, dans la culture bière. Un, c'est les anniversaires. On m'appelle parce que c'est le 30e, 40e, 50e de quelqu'un, puis on veut le fêter, puis il aime la bière. Donc, on tape dégustation de bière sur Google, mon site sort, puis là, on m'appelle, hey, OK, nous, on aimerait... Fait que là, j'arrive chez le monde. Puis ça, c'est super cool parce que c'est le party, déjà. Donc, la cohésion de groupe est déjà faite. C'est du monde qui se connaissent. Mm-hmm. Donc, là, j'arrive avec des bières. On fait l'animation, jase pendant 3 heures, là, avec... Ça doit donner soif. On déguste 5 ou 6 bières pendant ce temps-là. Des bières locales. Des bières locales. Des bières, ça dépend. Si je fais des dégustations à Montérégie, je vais souvent prendre des bières à Montérégie. Donc, pas nécessairement des bières autour de chez nous, mais je vais même me mettre en valeur de travail local puis apporter des bières un petit peu plus travaillées que celles qu'on trouve à grande surface. Là, donc, on goûte, puis on explique, puis on jase, puis on a du plaisir. On a du plaisir. Donc, ça, je fais ça. Donc, je me promène, puis là, je reportais les nouvelles d'un puis de l'autre. Quand tu prends de brasserie en brasserie, OK, lui, il a eu sa canneuse, il a eu une subvention pour ça. Les autres ont changé de distributeur, puis toi, puis ça. Donc, tu sais, à un moment donné, tu parles de bière, fait que puis là, on dit, ça serait le fun d'avoir au moins une association pour qu'on puisse se parler officiellement à tout le monde, parce qu'il y a dans d'autres régions du Québec, il y a déjà des regroupements de microbrasseries. Ouais. La route des bières de l'Est du Québec, il y en a une au Lac-Saint-Jean. T'as l'Anneau Bière qui font aussi un regroupement de brasseries. Puis on dit, les Laurentides, on a du tourisme, on a du monde. Ça serait peut-être intéressant de faire une association aussi. Donc j'étais allé voir en disant, est-ce que ça vous tente? Il y a 23 permis de brassage dans Laurentides. Donc, je me suis dit, si on a 3/4 de l'industrie qui est pour l'idée, ça me donne un projet, puis d'aller voir les instances de développement économique pour dire, on a un projet. Puis on a eu 20 sur 23 qui ont signé le formulaire d'intention de s'associer. Fait que ça, c'était comme en 23, là, il y a un an. Là. On a commencé à faire, après ça, le modèle d'affaires du regroupement. On a rencontré des gens du secteur du développement économique pour nous guider, nous accompagner là, dans le projet, pour arriver à l'automne en disant, il me semble qu'on peut avoir un petit peu plus d'impact si on élargissait un peu le membership. Donc, à l'époque, c'était plus l'association brassicole de Laurentides. On n'avait pas encore un nom de marketing, mais le nom de travail, c'était ça. Puis là, on s'est dit, on a fait la même chose. On était revoir les vignerons, les distilleries, les cidreries, hydromelleries. Donc, il y a quand même beaucoup de bons producteurs là, dans Laurentides. Vous avez fini par ratisser assez large.
Ben après ça, on se dit c'est plus facile de mobiliser quand tu as un grand groupe derrière toi, tu sais, qu'on fait des activités de réseautage. Puis aussi, on a ouvert une catégorie de membership pour les membres associés. C'est-à-dire toute entreprise qui a un lien direct avec les membres producteurs peut devenir membre associé de Buvons Laurentides. Donc, on se crée une espèce de chambre de commerce sectorielle sur un territoire. Puis là, donc c'est là que c'est devenu Buvons les Laurentides parce qu'on pouvait pas juste parler de bière. Là. Donc, ouais. on voulait être inclusif au niveau de la sélection des breuvages. Exact. Donc, mais concrètement, ça fait quoi quelqu'un qui est membre? On parle de quelle sorte d'activité, de quelle forme de promotion? Il y a, dans le processus là, d'affaires, on a identifié 4 grands axes d'intervention, là, on va les appeler comme ça. Tout ce qui est promotion, évidemment, ça c'est le premier qui est évident. Là. Donc, création d'une image de marque là, pour les bières locales, Buvons le Laurentide. Après ça, tu sais, les festivals, comme on a fait le festival Bière des Bois, là, que tu es venu, que tu as couvert. C'était magnifique. C'était magnifique. Ça faisait un peu fret, mais c'était bien organisé. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est notre premier événement là, majeur qu'on nous a mis sans carte aussi. Après ça, beaucoup d'activités promotionnelles qui s'en viennent aussi dans les prochains mois. Là, donc une carte des producteurs, puis un billet coupon de billet, en tout cas plein de choses qui s'en viennent au niveau promotion. Donc promotion, c'est un des axes. Deuxième axe, c'est collaboration. On sait que le monde de la bière, il y a déjà beaucoup de collaboration. Les gens aiment collaborer, mais collaboration aussi sens large avec les autres industries principales de Laurentides, dont le tourisme. Dont là, le Festival Bière des Bois, on a collaboré avec le monde de l'érable. Donc, c'est une industrie forte à Mirabel. Donc, on a fait puis on continue à faire des événements avec eux autres. Donc, on allie la synergie de différentes industries. Là. Donc, collaboration, pour nous, c'est vraiment un champ d'action important. Pour rentrer dans une cohésion là, locale et territoriale, faut qu'on se parle puis il faut qu'on fasse affaire ensemble. Donc, collaboration. Troisième axe, c'est formation et transmission de connaissances. C'est-à-dire qu'il y a des besoins de l'industrie, tout le monde, avec la pénurie de main-d'œuvre, puis avec le contexte économique en ce moment, je pense que pour s'en sortir puis pour évoluer, on a besoin d'amener de la connaissance et de la formation en entreprise sur le territoire. Donc, ça, c'est un axe qu'on fait. Puis déjà, ils ont temps pour parler avec l'école hôtelière de Laurentides pour établir des programmes de formation directement liés avec les besoins de l'entreprise. Donc, nous, on représente l'entreprise. Plus facile pour l'école hôtelière de venir nous parler, à dire qu'on va consulter vos membres pour développer des formations précises pour les membres. Exemple, on est en train de vouloir développer une formation, un AEP, une attestation d'études professionnelles en service bière. Souvent, en microbrasserie, on engage du monde qui sont plus ou moins connaissants des bières, puis on engage vite, puis on engage moins, puis on se retrouve comme consommateur souvent mal guidé là, ou par le personnel de service. Oui, on me dit la même chose quand je parle à des brasseries qui voient le manque à gagner au niveau du service dans d'autres brasseries. Ouais. Tu sais, souvent, il y a quelques brasseries seulement qui peuvent réellement se permettre d'avoir quelqu'un qui est vraiment un spécialiste de l'art de servir de la bière, mais c'est une rareté. Puis comme tu dis, tu sais, les gens entrent et partent. C'est difficile de garder son monde aussi, mais il y a une vraie façon de verser une pils. En fait, il y a plusieurs façons de verser une bonne bière pilsner. Même chose pour les autres styles. Alors, avec tout ça, vous avez un beau brassage, une belle fermentation de projets à venir à l'échelle des Laurentides. C'est des Laurentides maintenant dont il faut parler. Ouais. Peux-tu nous dresser un portrait général de la bière dans les Laurentides? Encore là, pas la Laurentide, mais les Laurentides. On a déjà couvert ça dans un autre épisode. Écoute, c'est sûr qu'il y avait des brasseries il y a très, très longtemps. Là, ça, Pierre Clermont pourrait en faire une liste. Là, mais aujourd'hui, au niveau de la modernité, là, disons depuis les années 80, les Laurentides, c'est quand même un terreau fertile. Tu sais, comme les Boréales, là, qui en ce moment sont à Blainville, mais les brasseurs du Nord ont eu leur première brasserie. C'était pas à Blainville, c'était à Saint-Jérôme en 1988. Donc, après ça, Duduciel est venu s'installer là, avec l'usine, là, après que c'était à Montréal. Là, à Saint-Jérôme aussi. À Saint-Jérôme, donc l'usine Duduciel, puis maintenant le brewpub Duduciel. Donc, c'est des institutions quand même là, qui ont marqué l'histoire moderne de la bière. Puis après ça, comme je dis souvent, il y a 23 permis de brassage dans Laurentides, puis il y a 23 modèles d'affaires différents.
Chacun font leur affaire, puis chacun sont dans leur territoire. Puis ça fait qu'aujourd'hui, ben on a une pléthore d'offres puis d'activités là, reliées à la bière, puis et d'autres là aussi, parce que de la bière, on vient greffer le cidre, qu'on vient greffer les vignerons, les distilleries. Donc, y a-tu beaucoup de vignes, de vignobles dans les Laurentides? Il y a 12 vignobles. 12? Ouais, dans les Laurentides. Puis après ça, ben, il y a 2 distilleries. Plus que 2 permis de distillerie, parce qu'il y en a qui font de la pomme et distillerie. Là, donc, puis il y a aussi de l'hydromel. Donc, il y a quand même beaucoup. Fait que là, tu sais, pour moi, c'est important qu'on met en valeur le savoir-faire des producteurs, parce que c'est un savoir-faire qui se développe, là, tu sais, puis tu sais, il y a des super bons brasseurs, là, aussi, là, dans le territoire, des gens qui ont leur réputation dans le milieu, qui sont là, puis qui font des trucs. C'est ça que je dois explorer un petit peu. On a Dieu du ciel, qui est une institution qu'on connaît bien. Boréal, évidemment, Brasseurs du Nord, j'avais pas fait le lien. Mais là, par exemple, tu nous as apporté une bière qui vient de ton coin, une microbrasserie. C'est des amis, ils font de la bonne bière. C'est une pils, c'est quand même... C'est pas évident d'arriver sur le temps d'une bière avec une pils juste de même. Clairement, il y a une démarche. Présente-nous ce que tu nous as apporté comme bière et qu'est-ce que ça représente dans les Laurentides? Hey, c'est une bonne question, ça, parce que tu sais, on est comme un retour, là, ces lagers puis ces fermentations basses en ce moment. Puis ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on de plus en plus de brasseries proposent maintenant des bières plus légères, des bières de soif. Puis il y a un gros marché pour ça. Parce que là, on rejoint un clientèle un peu plus grand public. Là. Mais en même temps, le mateur de bière, le beer geek ou le fanatique des microbrasseries, si on veut parler français, le fanatique des microbrasseries, lui, retourne aussi au lager après avoir passé un escalier. Je sais pas si tu as déjà vu là, le schéma là, du beer snob. Là, oui. Qui suit un peu l'évolution de l'espèce humaine, d'une bactérie en passant par le singe jusqu'à l'humain. Après ça, il y a un retour de l'humain moderne, un peu hipster, qui s'en va vers le côté plus bière conventionnelle des années, disons, des anciennes années d'avant. Là. Je ne mettrai pas de date là-dessus. Ouais. Finalement, il y a un retour à la guerre après la fatigue de la IPA, qui vaut très cher d'ailleurs. Oui, je pense que, tu sais, en tant qu'amateur, là, tu sais, on s'est fait faire des bombes de saveurs avec, tu sais, des explosions, là, de goût franc, là, avec... puis à un moment donné, l'amateur est tanné, là, de se faire exploser le nez avec 8000 saveurs en même temps. Ça finit par ne plus rien goûter. C'est ça. C'est pour ça que je pense qu'il y a un retour pour la lager, parce que c'est un peu comme les amateurs de vin qu'on retourne au vin blanc, là. Tu sais, au début, on buvait beaucoup de vin rouge, puis maintenant, le vin blanc devient beaucoup plus populaire aussi parce que on travaille les subtilités plus. Donc, on est plus dans le travail de subtilité puis de finesse que power in your face, voici de la saveur, là. Donc, moi, je trouve ça super intéressant parce qu'après ça, en dégustation analytique, tu rentres plus dans ton sens quand tu essaies de trouver les subtilités là, qu'une saveur vraiment trop franche. Donc, les Pilsner, moi, j'adore ça. Puis même... l'automne passé, j'étais faire une petite match, je l'appelais ma Kite Pilsner. Là, j'étais à Pilsen, en République tchèque, pour vraiment comprendre là, le mouvement là, de la bière blonde, là, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis pourquoi qu'on boit ça aujourd'hui, puis comment qu'on boit ça aujourd'hui. Puis là, t'es revenu, puis t'as retrouvé d'autres Pilsner dans les Laurentides. Ça me fait penser que tu me disais dans une autre conversation qu'il y a beaucoup de lagers, ou plutôt, il y a beaucoup de microbrasseries qui se spécialisent dans la lager dans les Laurentides. Ce serait comme une des spécialités des Laurentides là, dans la microbrasserie. Écoute, je dirais que, tu sais, quand je dis j'ai fait un voyage, on était en Allemagne, puis en République tchèque, puis on a le but des fermentations basses, on n'a plus des lagers, on n'a plus tout ça, là, puis dans les pays ancestraux, là, tu sais, qui font ça depuis 5, 6, 700 ans. Ceux qui ont lancé le thème. Ouais, puis je reviens ici, puis après ça, je m'en vais à la brasserie qui est plus proche de chez nous, qui est à Ayawan. Puis j'ai bu la meilleure bière dans les dernières semaines. J'ai pas bu une meilleure bière en Europe, dans les pays ancestraux qu'il y avait à côté de chez nous, là, en termes de fraîcheur, de qualité, des ingrédients, de qualité de brassage. On n'a rien à envier, là, aux traditions ancestrales. Donc oui, Ayawan, vraiment, avec Alexandre, là-bas, qui a une vision. C'est où, Ayawan? À Valmorin. Valmorin, OK. Ouais, à Valmorin. Puis, service incroyable aussi. Donc, après ça, Herman est arrivé avec un modèle similaire, là, avec des bières de buvabilité. Donc, le concept, c'est des bières pintables. Ouais, exact. Des bières à répétition, là, des bonnes bières de soif. Puis des bières faibles en alcool, tu sais, donc puis après ça, c'est Maison du Brasseur vient de faire une Pils. Après ça, tout le monde en fait maintenant, là, tu sais, des bonnes Pils parce qu'il y a un marché là pour ça, comme je te dis.
sais, moi, j'arrive à mon père qui est très, très traditionnel, j'apporte cette bière-là, il va la boire. Tu sais, j'apporte une IPA double dry up, et il va faire tu sais, donc, je pense que quand même, c'est un marché intéressant pour la microbrasserie. Ça en dit beaucoup, hein. Si tu veux élargir ton marché, en tant que microbrasserie, fais goûter ta bière à la génération d'avant, voir qu'est-ce qu'elle en pense. Va chercher le marché qui est au-delà de la bière de microbrasserie. Et puis, par rapport à Herman aussi, faut le dire, là, nous, on a écrit, grâce à ta collaboration, un guide des microbrasseries des Laurentides qui est disponible sur le site letemps-d'une-bière.ca. Ouais. Et puis, on a utilisé des agences de cotation, des sites de référencement, TripAdvisor, Untappd, etc. On a utilisé 5 en tout, et pour tout, puis on a comparé. Le score le plus élevé, c'était pour Herman. Ah ouais, C'est Herman qui avait le score le plus élevé. Ça, c'est purement quantitatif. Puis ça vient avec tous les défauts qui viennent avec ces sondages-là, dans le sens que des fois, il y a une microbrasserie qui va avoir un rating sur TripAdvisor, d'autres fois, il va en avoir 350. Ouais. Mais même si tu tiens en compte de la marge d'erreur, ben la cote d'Herman était quand même significativement plus au-dessus. Ouais, puis les gars travaillent bien. Tu peux comprendre aussi pourquoi ils ont une bonne cote, parce que tout est soigné, le branding est soigné, le service est soigné, on pourrait en parler aussi, là. Comment tu soignes le service? En dehors de la formation qui n'existe pas encore, que vous préparez? Ben, exemple, c'est ça. Tu sais, quand je dis on n'a rien à envier au niveau de la qualité des bières aux pays européens, ce qu'on a envié aux pays européens, aux traditions brassicoles européennes, surtout l'Allemagne et la République tchèque, ce qu'on a envié, c'est la qualité du service. Ici, on sert souvent à l'américaine, là, c'est-à-dire on a une chaudière, une pinte, là, puis on met n'importe quoi dedans. Là. La chaudière, c'est comme ça qu'on vendait de la Labatt 50 dans les années 80, dans des petits bars, dans des petits hôtels. Ouais. Une chaudière de 6 bouteilles vendues à 20$, là, encore dans les années 2000, tu pouvais voir ça. Ouais, donc le fameux pichet, là, aussi, là, tu sais. Donc, le service, ici, on fait vraiment un service à l'américaine, mais certaines brasseries, maintenant, comprennent qu'il y a aussi à apprendre des traditions ancestrales au niveau du service. Donc, je dirais pour Herman et Ayawan et d'autres, de plus en plus, les gens sont sensibilisés. Je vois quand même une évolution, là. Mais eux autres, vraiment, c'est que, bon, on va te faire un verre, un beau verre, vraiment un beau verre design, là. Puis après ça, bon, la fameuse shop à la tchèque, là, pour servir une bière tchèque à la shop, servie au Luker, au robinet tchèque, avec une intention de rincer ton verre avec genre une pompe à eau autour pour s'assurer que ta main colle pas avec la bière qui a coulé autour, là, tu sais. Puis donc, il y a une qualité puis un souci du service, surtout pour la Pilsner, puis surtout pour ce genre de produit-là, je pense que c'est important. Il y a une espèce de rituel qu'on manque au service à l'américaine, où qu'on met n'importe quoi dans un verre puis on de la sert. Donc, le côté rituel de servir une bonne bière, en tant que consommateur, moi, ça m'émeut. ça t'émeut de voir une attention délicate à ce qui est, somme toute, quand même un produit populaire ou un produit de masse, c'est-à-dire la pils de consommation rapide. Mais ça m'intéresse le côté rituel parce que, tu sais, le Japon a la cérémonie de thé. Ouais. Ben, je veux dire, le Japon n'est pas le seul pays qui a ça, mais dans la bière, on ne trouve pas de rituel, sauf pour la bière tchèque, sauf pour la pils. C'est le plus près qu'on a d'une cérémonie de thé de bière. Oui, puis je mettrais une parenthèse là-dessus. Pierre, c'est, mettons, la Guinness, la même chose. Tu sais. Oui. Donc, en Irlande, en Guinness, on va te la servir, tu sais, une façon de la servir. Il y a un protocole, il y a une méthode. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, ce qu'on a peut-être un peu skippé quand on a fait la révolution des microbrasseries en Amérique, on a continué à servir de la bière comme on servait de la bière dans un bar des années 50-60. C'est n'importe quoi en dessous du robinet, puis dans un verre pareil pour tous les styles de bière. Ouais. Donc, je crois qu'il y a... pour moi, une microbrasserie qui prend souci de servir dans un bon verre, puis une bonne formation personnelle pour la servir comme il faut, la bière, moi, j'ai un faible pour ce genre. Moi, ça me touche, tu sais, comme je disais tantôt. Parce que trop souvent, on se fait garocher un truc avec un collègue qui est plus là, ou qu'il en manque un peu, ou tout le rituel du service de la bière. Fait que les microbrasseries dans Laurentides que moi je fréquente, j'aime leur dire tu fais un bon service, ou s'il y a quelque chose à améliorer, peut-être améliorer un peu le côté service. Ouais. Mais mettons que tu t'en vas au Mont-Tremblant faire du ski. Le ski, on s'entend, est un sport qui exige de la soif.
où est-ce que tu t'en vas exaucer les vœux de tes papilles gustatives en matière de boissons houblonnées après une journée de ski dans le Mont-Tremblant, qui est en plein milieu des Laurentides, puis qui attire bien du monde? OK. 3 choix. Facile. C'était à Tremblant, tu veux pas aller ailleurs. C'était à Montagne, ben, il y a une microbrasserie à Montagne même. OK, qui est la Diable. La Diable. Donc, la Diable sont là depuis très longtemps. Mhm. Donc, c'est un des permis des BR, je sais pas le nom par cœur, mais il est comme assez... C'est vieux, leur permis, là. On n'entend pas beaucoup parler parce qu'ils sont comme dans une bulle. Ils sont à la montagne, Ouais. ils ont leur recette de bière qui n'ont presque pas changé dans les dernières années et ils ont leur clientèle. On est dans un classique. Là. On est dans un classique. Donc, si tu veux une bière à la montagne après ta journée de ski qui est différent que la bière qu'on va te servir la Stella Artois ou la Corona qu'on va te servir dans les bars populaires, mais tu peux aller à la Diable. Après ça, si tu veux explorer un petit peu plus, aller un peu plus loin, ben, ce qu'on boit, là, la Pilsner, c'est à Saint-Jovite, la maison du brasseur. Donc là, c'est une place qui est tout petit. Julien et David qui nous concoctent des recettes vraiment très bonnes, toujours bien fait. Puis c'est des petits brassins. Il y a vraiment un petit kit de brasse, fait qu'ils sont pas vraiment distribués à l'extérieur que sur leur petit bar. Small is beautiful dans le cas de la maison du brasseur. Less is more. Ouais, exact. Fait que donc c'est une belle petite place avec des très très bonnes bières, puis il est toujours agréable. Donc l'après-ski à la maison du brasseur, winner. Après ça, il y a aussi Saint-Arnould que tu connais pour aller manger puis aller boire une bière. Puis là, avec la nouvelle orientation, direction, on va voir plein de projets là, avec eux, avec Brasserie Beta et Saint-Arnould. Donc, c'est une institution aussi. Eux autres aussi un très, très vieux permis, mais une nouvelle équipe depuis environ 1 an qui ont repris le projet. Puis, ça va être ça a été revitalisé. Là. Ouais, vraiment. Ils changent un petit peu les méthodes de brassage aussi. Ouais, nouvelle usine, je pense. Ouais, ben puis ils ont quand même une très belle usine bien automatisée. Donc, en termes de leur range, de leur mise en marché, c'est intéressant là, ce qu'ils ont comme potentiel de développement. Sans oublier l'atmosphère aussi. C'est un peu comme un musée éclectique quand tu rentres là-bas, puis c'est grand, c'est comme une grande pièce bien ensoleillée avec toutes sortes de souvenirs du monde de la bière d'il y a 50 ou 100 ans avec des bouteilles là, dans des vitrines. Puis ils ont une pas pire offre au niveau du spectacle aussi. Fait que 3 spots à visiter si tu vas faire du ski à Mont-Tremblant. Ouais. La Diable, après ça... la maison du brasseur. Maison du brasseur, puis Saint-Arnould. Ouais. Mettons qu'on se déplace un peu, là, les petites microbrasseries loin des sentiers battus, mettons. Mettons que je suis un touriste, puis que j'ai des vacances à passer dans les Laurentides, puis que j'ai absolument besoin de découvrir des bières de microbrasserie, mais que je veux être surpris. OK. C'est drôle parce qu'on a 8 MRC dans les Laurentides. Ça fait beaucoup, ça. Oui, puis il y a des brasseries dans toutes les MRC. Donc, si tu veux aller le plus loin, tu vas voir une autre brasserie iconique qui est là depuis longtemps, qu'on connaît un peu moins, mais qui font des classiques. C'est le Lièvre. Tu vois Mont-Laurier, de la microbrasserie Le Lièvre, la Pinot, la bière au piment, vraiment, c'est une des premières bières au piment qui a été faite au Québec. Là. Ah oui, OK. Ouais. Donc, puis là, il y a Foncore, puis... ça, c'est à Mont-Laurier, tu dis. C'est plus au nord des microbrasseries des Laurentides. Oui, exact. C'est un petit bout à faire en auto. Je pense que c'est la dernière brasserie avant l'Abitibi. Donc, il n'y a pas l'Abitibi encore, mais je veux dire, en termes, il n'y a pas de brasserie en haut de Mont-Laurier dans la région de Laurentides. Après ça, tu arrives... traverse le parc, puis après ça, t'as des brasseries à Amos, là, mais donc microbrasserie du Lièvre. Après ça, si tu redescends après ça vers le sud, il y a une concentration dans la Mercé des Laurentides. Donc la Mercé des Laurentides, c'est un peu central, là, on parle de Sainte-Agathe, Valmorin, justement, Val-David. Là, on a 6 microbrasseries dans la Mercé des Laurentides. Ben, en passant, celle à Tremblant, c'est aussi la Mercé des Laurentides. Donc, mais c'est le pôle touristique Tremblant. Donc, un petit peu plus au sud, Sainte-Agathe, mais il y a évidemment la microbrasserie La Veillée, qui vient d'ouvrir son pub il y a 1 an. Il brassait dans la manufacture, qui est un incubateur d'entreprise à Sainte-Agathe pendant 5 ans. Et là, maintenant, ben, ils sont pignon sur rue. Puis on peut pas être plus central que ça. Leur adresse, c'est 1 rue principale. Quel adon, toi! Donc, quand t'as 1 rue principale, t'es comme au centre. Là. Ouais, ben, tu
tu le sens quand tu rentres là-dedans. C'est vraiment un carrefour, cet endroit-là. C'est à côté du lac, en plus. Exact. C'est un quartier très passant. Ils ont des grandes baies vitrées aussi. Ouais. Puis ce que j'aime chez eux, c'est... tu te sens vraiment chez toi quand tu rentres. C'est vraiment homey, comme on dit en anglais. Ouais. Et puis, j'aime aussi le côté, chaque bière a un nom de la famille, ou en tout cas un nom des amis de la famille. Exact. Puis là, quand tu t'en vas vers les toilettes, il y a un grand mur, une grande murale avec les photos. Fait que tu sais qui tu bois, dans le fond. C'est ça que j'aime avec la veillée. Tu sais qui tu bois. Ça que tu bois, ça, moi, je dis souvent. Vincent, c'est mon grand chum, même si je l'ai jamais vu. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un bon gars très maltais. Ouais, exact. Surtout quand il est en berge de Bourbon. Là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est comme ça qu'on l'aime. Hein? Ouais. On l'aimerait pas autrement. Ouais, puis ça, c'est cool. Puis faire un petit plug parce que je travaille avec eux aussi pour faire l'animation des quiz. Donc, on fait des quiz avec la veillée. Ouais. Donc, le lundi soir, j'anime les quiz à la veillée. C'est-tu Marc Brunel qui anime le quiz ou c'est Buvon les Laurentides? C'est Marc Brunel. Parce que tu sais, à un moment donné, il faut voir la différence entre l'homme et l'organisme. Exact. Exact. Ouais, je veux quand même, tu sais, ça, c'est des projets de cœur pour nourrir mon fun de bière. Il faut avoir du fun. Mais on va faire le quiz bientôt sous Buvons les Laurentides. C'est-à-dire que là, on travaille avec plusieurs pubs travaillent avec Pub Quiz Québec, là, qui est une espèce de ligue québécoise là, de quiz en microbrasserie. Mais là, on travaille pour l'automne, Buvons Laurentides, faire les pop quiz Buvons Laurentides pour avoir une petite rivalité entre établissements là, dans Laurentides. Donc, on voudrait quand même pas qu'il n'y ait pas de compétition. Ça prend un petit peu de compétition. C'est ça, ouais, c'est nécessaire. Ouais, c'est nécessaire pour c'est ça. On peut appeler ça de la compétition, même. Fait que toi, ce que t'aimes dans le fond avec la veillée, c'est que c'est le numéro 1 sur la rue. T'as ton chum en barrique que t'aimes bien. Ouais. Puis tu vas là-bas pour faire des quiz. Dans le coin, dans les environs, quelles autres microbrasseries notables, là? OK. Là, on va descendre un peu au sud. Donc, il y en a deux, une près de l'autre, un à Val-Morin puis une à Val-David, avec deux modèles d'affaires complètement différents. Comme je te dis, toutes les brasseries ont leur C'est truc. ça. Donc, Val-David, une autre institution, ça fait longtemps, plus que presque 15 ans, je pense qu'ils sont là, c'est le Barry Roulant, qui maintenant ont un pub directement à la brasserie, c'est à rue 117, dans le style éclectique Barry Roulant. Puis, une nouvelle équipe de brassage aussi qui sont arrivés, puis... donc, un stop quand tu passes dans le nord, t'arrêtes à 117, c'est vraiment sur le chemin. Là. Ouais. Donc, ben roulant. Puis l'autre, c'est, qu'on a parlé tantôt, Ayawan, qui sont à Val-Morin. Ouais. Ayawan, là, on est dépaysé. On en a parlé quand tu as fait l'article. Là, c'est je pense, c'est une seule microbrasserie. Tu peux arriver en plage à pagaie ou en canot là, sur la rivière du Nord. Ils sont sur le bord de la rivière. Ils ont des tables à Tu parques ton kayak puis tu t'en vas prendre un 4-pack de pils. Voilà, exact. Puis, fait que ça, c'est super intéressant. Effectivement, t'as un endroit différent. T'sais, comme je dis, c'est vraiment totalement différent. Chez Ayawan, l'image est un petit peu éclectique, spirituelle. On est dans la spiritualité là-bas. Hein. C'est ouais. bâti sur l'ancien terrain d'une synagogue. Ouais. Puis la brasserie ou le brewpub, dépendamment de ta terminologie, Ouais. a repris un peu les angles, puis l'espacement général, puis le concept général d'une synagogue, si j'ai bien compris. Ben, c'était un appel d'offre de la municipalité là, d'avoir un projet sur ce terrain-là. Là, quand Okay. ils ont repris la synagogue, ça nous prenait un projet qui était à cohérence avec le patrimoine là, des lieux. Donc, les gars ont soumis un projet comme ça avec une brasserie, puis c'était vraiment... Donc, ça fait un lieu unique, vraiment un lieu unique, puis une qualité de bière irréprochable, je dirais, ce qui sort de là. Bien coté aussi. Bien coté. Bien petit, hein, c'est sont pas très petit présents. encore, small is beautiful, là, puis vendre sur place, sûrement très peu distribué. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant d'aller faire un tour là-bas. Je ferais une parenthèse aussi, je m'en irais dans une place où tu as parlé dans l'article, mais qu'on n'a pas, que pas vraiment un brewpub, mais que pour moi, c'est un incontournable là, dans le monde, l'écosystème là, des bières dans la Mercé des Laurentides, c'est la brasserie Camp de Base. Camp de Base, ouais. Très bien coté aussi. Ouais, techniquement, ils sont dans la microbrasserie des Pays d'en haut, mais c'est comme à côté de Sainte-Agathe, là, c'est encore les territoires et les clochers, là, mais bon, mais à Saint-Adolphe d'Howard, donc un autre Alexandre qui brasse avec Lucie, là, qui s'en conjointe, qui fait tout le reste. Puis ouais, très bien coté, d'un style classique.
sais, donc, Alexandre brasse des styles classiques. Il va pas te faire une double dry hop, mango fruit, sour. Il brasse au bon moment pour faire des classiques. Voilà, c'est ça. Donc, la Pilsner de la grande base. Puis, il a sorti dernièrement, c'est une de mes bières favorites, là, des derniers mois. Toujours comme ça, mais hop, une bière que je goûte ça, puis là, je l'achète un peu. Comme quand tu écoutes une même. Tu pars sur un bloc, là. C'est comme la musique, tu sais, quand t'as une chanson qui sort que t'aimes, là, tu la réécoutes, là, quelques fois. Fait que quand il y a une bière qui sort que j'aime, ben, tu sais, je la rachète souvent. Puis, quand t'es sur une bonne lancée, pourquoi arrêter? Il faut que ça roule. Donc, c'est la Senior IPA, qui est une IPA old school, comme on faisait des IPA au début des années 2000 là, à San Diego. Là. Donc, vraiment résineux à fond, là, avec un gros EBU, puis t'as quelque chose de solide, là, puis t'as de l'amertume, puis fait que j'adore ça, j'adore ce travail-là, fait que j'ai comme pas mal vidé les stocks du dépanneur du coin. Ça, c'est de la passion. Ça, c'est du dévouement à la marque. Voilà, c'est ça. Fait que petite parenthèse de base. Puis bon, après ça, donc là, on a après ça, on s'en va vers Herman, à Prévost, qu'on a parlé. À Prévost, il y a aussi Shawbridge. Oui. Ouais. Donc, ça, je pense que Shawbridge puis Sir John, eux, se spécialisent dans la IPA. Ils voyagent un peu, ils vont un peu partout, là. Mais c'est deux microbrasseries qui sont connues pour la constance, la qualité à travers les produits. Puis je pense qu'ils font beaucoup d'IPA. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est dans ma tête? Moi, je pense ils font plein de choses. Puis encore une fois, ce qui est intéressant, c'est quand tu vois le monde, puis c'est pas le monde, c'est de connaître un peu l'historique de mise en place, puis après ça, d'avoir engagé une bonne personne, là, parce que il y a deux cas. C'est sans l'histoire ici, là. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que il y a deux microbrasseries, je dirais même trois, là, mais on peut rajouter Saint-Arnaud là-dedans, qui ont des modèles d'affaires plus en CAD, là, c'est-à-dire en épicerie, là, tu sais. Puis évidemment, Shawbridge ont en épicerie aussi beaucoup d'autres ils font de la charcuterie, du gelato, des pizzas, donc plein de produits. Donc la bière, c'est un produit parmi d'autres. Mais ils ont engagé Jonathan Morin, qui est un brasseur maintenant, puis on lui a donné presque carte blanche. Fait que là, au début, c'était très classique, Shawbridge qui sortait, puis dans le modèle d'affaires, on était dans des bières couleurs, tu sais, une blonde, une blanche, une rousse, tu sais, donc... On était dans la palette traditionnelle. Palette traditionnelle, mais là, Jonathan, depuis qu'il est là, on donne une carte blanche, mais là, il va sortir des sour, il va sortir des bières hybrides, là, tu sais. Mais la grande question qui se pose, c'est est-ce qu'il fait de la bière turquoise? Je sais pas encore, on n'est pas... Tant qu'à sortir ça, c'est le prochain défi pour la bière au Québec. Hein? Avertissement en microbrasserie aux apprentis brasseurs et aux brasseurs déjà invétérés. Moi, je veux une bière turquoise. Point final. C'est mon besoin, donc voilà. Ouais, Saint-Boc vient pas d'en sortir une bière turquoise. Sérieux, je sais pas. Si c'est le cas, ben, j'ai maintenant l'obligation logique de l'essayer. Mais toujours est-il que tu me parlais des modèles d'affaires un peu spéciaux. Ouais. Shawbridge, mettons, eux, ils ont beaucoup d'offres. Là. Ils vont bien au-delà de la microbrasserie. Ouais. Ils ont surtout la charcuterie. Ouais. Puis ils ont toutes sortes d'autres affaires. Donc, il y a un écosystème qui est intéressant quand tu as envie de faire un accompagnement à ta bière avec quelque chose qui est très, très bon à manger. Puis côté Sir John, ça ressemble à quoi? Sir John sont à la chute, eux autres, donc on est dans la Mercé d'Argenteuil. Puis c'est super intéressant parce que moi, ce que je parle beaucoup par rapport à Sir John, c'est un peu le phénomène de la veillée à Saint-Agathe, c'est le phénomène de plusieurs microbrasseries au Québec. C'est que tu as des villages qui sont, ou des petites villes comme ça qui sont un peu plus moribonds, tu sais, la rue principale se vide des commerces parce qu'ils ont construit des centres d'achat, là. Bon, on reviendra pas sur toute cette histoire-là, là, de dévitalisation de nos centres de désertification des centres-villes ruraux. C'est ça. Mais là, ce qui arrive, c'est que Sir John ont fait ça, sont mis en plein centre de la chute. La veillée sont mis en plein centre de Saint-Agathe. Donc, tu as des modèles d'affaires de même où la microbrasserie vient d'apporter une vitalité économique Donc, quand Sir John a ouvert, moi, j'étais déjà, un petit peu avant, j'étais déjà impliqué dans la Mercé d'Argenteuil pour un autre chapeau là, que j'ai, là. Puis la chute, c'était comme moribond un peu, là, tu sais. Ça a déchuté. Ouais, c'est ça, ça a déchuté. Puis bon, quand on ouvrait une microbrasserie comme ça, puis très rapidement, surtout avec le style de bière qu'ils ont fait, ils ont créé un certain hype, là, puis une certaine notoriété.
qui fait que ils ont amené du tourisme brassicole à la chute. Donc les gens font le détour pour aller voir aller boire des Sir John. Puis l'endroit est magnifique, la bouffe est magnifique aussi. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? On va voir même le phénomène avec la veillée à Sainte-Agathe, c'est que là, t'as un hub parce que tes locaux viennent, parce que les jeunes familles, le travailleur, il a besoin d'une place où aller. Puis t'as le touriste qui vient voir parce que hey, cool, c'est cool une microbrasserie là. Donc ça fait du monde à la messe, puis surtout ça fait des belles ambiances, puis ça fait des conditions fertiles pour des belles rencontres. Ouais. Parce que là, tu arrives, tu sais que tu vas rencontrer quelqu'un. Ça, c'est toujours intéressant. Moi, je suis un gars très social. Si je sais que je peux jaser avec quelqu'un que j'ai jamais vu, tu sais, souvent, c'est intéressant. Aussi, à Gatineau, il y a le Troquet, qui est un bon bar à bière de microbrasserie. Il y a de la bière conventionnelle, aussi de la bière commerciale. Mais c'est le genre de place où je rentre là-bas, je sais que je vais parler à un étranger, puis ça va être une bonne conversation. Ouais. Il y a des places de même. Ouais, le lieu crée l'expérience, là. Puis, donc Sir John, puis après ça, on peut parler de leurs bières, là, qui sont un peu dans la lignée de l'offre de Brasserie Pas Canada ou Messorem, là, c'est-à-dire des grosses IPA super fruitées, puis après ça, des sour avec beaucoup de purée de fruits. Ouais, qui font très bien d'ailleurs. Hein. Ouais. Soyons justes. Tout ça me rappelait quelque chose que tu as dit un petit peu plus tôt puis que je trouvais aussi vraiment important. Tu sais, quand tu parles de mettre une ville sur la carte ou plutôt de la remettre sur la carte, avec l'exemple de Sir John à la chute, au festival Bière des Bois que vous avez organisé avec Buvons les Laurentides, qui était quand même un bel événement, assez gros, là, beaucoup d'organisations. Le but, c'était de mettre la bière à l'érable sur le marché et à travers ça, de mettre l'érable et les Laurentides dans le marché de l'érable. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? C'était une notion intéressante. Moi, ce que ça me disait, c'est que l'érable, it's a big deal dans les Laurentides. C'est gros. Et puis en même temps, au début du balado, on disait que les conditions fertiles, les conditions sont très fertiles dans les Laurentides pour la bière. C'est quoi l'avenir de la bière à l'érable, si on veut, dans les Laurentides? C'est vraiment là une question large parce que les bières à l'érable, les brasseries, la plupart des brasseries, là, peut-être 3/4 des brasseries vont en brasser une pour le temps des sucres. Là. Il y a comme une tradition de faire une scotch ale à l'érable ou des fois on peut faire là il y a eu des lagers ou des fermentations basses à l'érable, il y a eu il y a des bières belges à l'érable, il y a un peu de tout là sur le marché là, donc mais les gens font au Québec la bière à l'érable pour le temps des sucres, puis après ça on n'en consomme plus le reste de l'année. Donc par contre, l'érable, c'est un produit super intéressant en brasserie. Évidemment, c'est un sucre qui est fermenticible. Donc, on peut pas travailler l'érable comme on travaille d'autres ingrédients. Là. Il faut quand même tenir en considération là, certaines techniques. Puis, les brasseries, ils travaillent un peu de façon secrète. Leur secret de comment ils brassent l'érable. Les brasseurs sont des fois un peu... c'est mon bébé, je le partage. Oui, mais je comprends, ils sont jaloux de leur recette. S'ils ont une bonne recette, ils veulent pas que tout le monde se mette à la limiter. Mais en même temps, c'est ça. Donc, on a fait un concours de meilleure bière à l'érable qui avait seulement comme critère, mets de l'érable dans ta bière. Ou faut que l'érable ait été partie de ta recette. Donc, ça, c'était parce qu'on a fait le festival vraiment en 3 mois. On a vraiment travaillé fort, rapidement, puis on n'a pas eu le temps de trop réfléchir là, sur le concours lui-même, on voulait juste mettre de l'avant. Puis franchement, là, quand on nous dit aux brasseries 6 ou 7 semaines d'avance avant le concours, hey, on va faire un concours de bière à l'érable, qui va se mettre une bière? Dans ma tête, je pensais en avoir maximum 5 sur les 16 brasseries qu'on avait au festival. Mais finalement, il y en a eu 13 qui ont soumis une bière. Fait que le défi, c'était pas nécessairement l'érable dans la bière, c'était l'échéancier. Oui, l'échéancier. Donc, certaines brasseries avaient déjà prévu de faire une bière à l'érable pour ça, puis certaines brasseries ont fait une bière à l'érable pour le concours. Okay. Puis après ça, ce qui est intéressant pour nous de travailler à l'érable, c'est un peu comme c'est un produit terroir. Donc, souvent, on va blâmer l'industrie de la bière de pas faire des produits terroirs, parce que souvent, un brasseur, c'est comme un chef cuisinier. Là. Il achète ses ingrédients, puis il fait une recette, puis il sort un truc. Là. Donc, versus le vigneron qui fait pousser sa vigne ou la cidrerie là, qui fait pousser sa pomme. Donc, la bière... souvent vu comme étant un produit un peu moins noble au niveau de l'élaboration du produit, disons. Donc, c'est important, je pense, pour les brasseries puis pour le Québec, de se trouver une identité brassicole unique. Non pas
tout le temps copier les Américains. Tu trouves qu'on fait trop ça au Québec? Oui. Ben, je veux dire, juste l'histoire, là. Si tu regardes l'histoire des microbrasseries au Québec, c'est vraiment 1 an ou 2 après ce qui se passe aux États-Unis, on le fait ici. Là. On les suit de très près, de trop près, puis ça nous empêche d'être autonomes au point de vue de la créativité. Puis c'est pas seulement ici, je dirais, on est rendu, la microbrasserie mondialisée. Là, ouais. Justement, dans mon voyage en Allemagne, quand on allait dans des places classiques là, de Rauchbier à Bamberg, là, à part des touristes et des voyageurs beer geeks comme nous autres, la clientèle locale, c'était seulement les personnes de 75 et plus. Là. Les jeunes, en Allemagne, sont dans des bars à bière, boire des IPA, puis des stouts, puis des sour. Là. Ouais. Donc, la mondialisation du service bière à l'américaine est comme, elle est là, en ce moment. Puis le Québec, on n'y échappe pas. Donc, si on veut avoir un produit propre et unique au Québec, il y a quelques années, là, il y avait une initiative là, avec la Anadel, là, avec un produit terroir, une bière terroir au Québec. Fait que là, on reprend un peu cette idée-là. Au lieu de travailler le sapin baumier, on va travailler l'érable parce que c'est un produit qui est vraiment assez reconnu et connu et apprécié. C'est rare que quelqu'un dise « Moi, j'aime pas l'érable. » Sapin baumier, les gens sont comme des fois « C'est un peu savonneux, c'est un peu intense. » C'est pas vraiment un compliment pour une bière, ça. C'est un peu savonneux. Ben, ça peut arriver que les bières sont ultra herbacées comme ça, résineuses. Là, ouais. Donc, tandis que l'érable, ben, c'est assez populaire. Fait que l'érable est vraiment l'opportunité d'associer, de lier terroir et bière pour le bien de la communauté. Du Québec, ouais. Je pense, là, les Laurentides, parce qu'avec la ville de Mirabel, qui sont très, très dynamiques dans l'industrie de l'érable, ben, c'était un 1+1, là, c'était normal qu'on allait là. C'est un mariage c'est un mariage idéal. Ouais. C'est un mariage vraiment no-brainer, comme on dit, là. Si ils sont là, puis nous, on est là, puis quand on se contacter, ben oui, puis il va y avoir plein d'autres affaires qui vont arriver. Fait que l'érable, après ça, il va falloir vraiment mettre ça sur une stratégie appliquée, pas nécessairement dire aux brasseries, voici la recette d'une bière à l'érable à faire uniformément pour tout le monde. C'est pas ça là, qu'on veut faire. Mais au moins, d'avoir un petit comité de travail sur l'élaboration de commercialisation, de stratégie de bière à l'érable pour au moins donner à l'industrie des grandes lignes, des lignes directrices. Exemple, il y a certaines brasseries qui ont eu des problèmes de contamination en voulant travailler l'érable, ou même des problèmes de refermentation, un coup en canné, que ça peut faire exploser les cannes et tout ça. Fait qu'il y a quand même des choses à savoir quand tu travailles l'érable. Puis si tous les brasseurs restent dans leur petit secret puis on partage pas les risques, ben ça, tu sais, fait qu'au moins d'avoir au moins de la documentation ou une réflexion plus poussée avec les industries en commun pour travailler un standard de bière à l'érable au Québec. Un coup, on a un standard de bière à l'érable au Québec, ben ça devient un produit de commercialisation intéressant pour l'exportation. Donc, des brasseries comme Shawbridge, qui ont du volume, ou Saint-Arnould, ou Dieu du ciel, ou Simple Malte, qui sont dans les Laurentides, qui ont du volume, puis qui veulent miser sur l'exportation, ben la bière à l'érable devient un produit facilement exportable parce qu'après ça, les Chinois, les Japonais, les Allemands, peu importe, quand ils voient le mot érable, eux autres, ils vont le boire à l'année. Ils aiment ça. Là, donc, il y a un potentiel de commercialisation. Puis après ça, moi, comment je vois ça, après ça, pour Yvon Laurentide, on a un potentiel d'attractivité pour que les gens de l'extérieur du Québec, du monde de la bière, viennent dans Laurentides, qui viennent au Québec goûter la bière à l'érable parce elle est faite au Québec. On peut pas faire la bière à l'érable en Californie, on peut pas faire la bière à l'érable en Angleterre. On fait de la bière à l'érable au Québec parce que c'est notre matière première. Donc, puis pas question que l'Ontario rentre dans la game. Là. Oui, ils peuvent rentrer dans la game. oui. Ils ont le droit. C'est correct. Puis même le nord des États-Unis. C'est légal. C'est comme ça au festival, on aimerait justement inviter nos amis de l'extérieur qui font des bières à l'érable de venir participer là, au festival parce que plus que l'érable est mis de l'avant, par plus de monde, alors que si on va pas voir des graines de clocher. Ce qu'on veut, nous, c'est l'élaboration d'un produit fort pour le Québec. Puis évidemment, il y en a un peu en Ontario, il y en a un peu en Nouvelle-Angleterre. On va pas les exclure, au contraire, on veut les inclure. Inclure la bière, tel était le but du guide des microbrasseries des Laurentides. Et tel est le but aussi de Buvons et Laurentides. Tout le monde, pour ceux qui vous nous écoutez, pour ceux qui se sont rendus jusqu'ici,
Je parle avec Marc Brunel, fondateur de Buvons les Laurentides et aussi fondateur, conférencier et animateur à travers Culture Bière. Vous pouvez le retrouver sur les 2 sites et aussi des fois sur le temps d'une bière, comme dans un épisode comme celui-ci. Si vous avez aimé notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à nous liker, à nous écrire des questions. On n'est pas sorteux, on est bien réactifs. Puis surtout, moi, je suis un gars curieux. Je suis toujours prêt à aller étudier 8 volumes d'histoire sous l'époque de Napoléon pour savoir qu'est-ce que les officiers y buvaient quand ils allaient trinquer le soir à partir de 8 heures avec les officiers de l'armée ennemie. Bref, c'était le temps d'une bière. Un gros merci à Marc Brunel. Merci. Salut. Bye.